Bonjour à tous, vous écoutez Le Maquis, le podcast de la MECAS, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awandia et je vous retrouve avec plaisir pour ce nouvel épisode. Composé de l'Érythrée, de la Somalie, de l'Éthiopie et de Djibouti, mais aussi dans une conception plus large du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan et du Soudan du Sud, la Corne de l'Afrique est une région au cœur d'enjeux géostratégiques, notamment en raison de son ouverture vers les routes maritimes de l'Asie, du golfe Persique, du détroit de Bab el-Mandeb ainsi que du débouché du canal de Suez. Aujourd'hui, je reçois Anne-France Dolin, doctorante en sciences politiques, spécialisée sur les enjeux diplomatiques de la Corne de l'Afrique et également membre de la MECAS. Ensemble, nous allons revenir sur son article publié sur notre site internet et intitulé « Dans un contexte instable, quelle place pour la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique ?» On se retrouve dans quelques instants. Bonjour Anne-France, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton article. Salut Awa, écoute, avec plaisir. Alors justement, dans cet article, tu choisis d'aborder l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique plutôt qu'un pays en particulier. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix de te concentrer sur l'ensemble de la région ? Et dans un second temps, est-ce que tu pourrais revenir pour nous sur les principales caractéristiques et les spécificités de cette région, aussi bien d'un point de vue géopolitique que social, mais aussi environnemental ? Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de la région dans sa globalité? Déjà parce que c'est en lien avec mes recherches, je me spécialise sur la Corne de l'Afrique, et aussi parce que c'est pas inexistant, mais bien souvent quand on parle de la Somalie, on va considérer les pays voisins, pareil pour l'Éthiopie, Djibouti, parce que en fait il y a énormément d'interconnexions qui font que quand on commence à analyser de manière un peu plus poussée, on est obligé, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas parler de la Somalie sans parler des relations qu'elle va avoir avec l'Éthiopie à un moment donné. Pas tout le temps, pas immédiatement, mais à un moment. Tu finis par parler des pays voisins, et aussi parce que, en fait, ça enrichit ton analyse, je trouve, c'est un point de vue personnel, ça enrichit l'analyse de considérer un pays, puis après de le considérer à l'échelle régionale. Et du coup, ça marche très très bien dans la Corne, et aussi parce que d'autres chercheurs le font. Et quand on est jeune chercheur, chercheuse, on a tendance aussi à regarder un peu ce qui se fait à côté. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que j'aborde la Corne de l'Afrique dans sa globalité. Après, pour les caractéristiques, je dirais que c'est quelque chose que je dis souvent, une image que je reprends beaucoup, qui est que au tout début, la Corne de l'Afrique a été plutôt vue comme une sorte de décor, en fait, et les gens voyaient ça comme, en tout cas du point de vue européen, c'était, disons, une zone où il y avait énormément d'interventions internationales, où il y avait besoin d'aide humanitaire, et c'était tout. On se contentait de ça. Et après, petit à petit, il y a eu une sorte de reconnaissance de l'intérêt de la zone, encore une fois par les acteurs internationaux, et du coup, on a vu beaucoup plus de ces acteurs s'intéresser à l'Afrique de l'Est et à la Corne de l'Afrique, et à Djibouti, si je peux commencer à citer des exemples. Et donc du coup, il y a un intérêt géostratégique, en fait, qui a été vu, parce que la Corne de l'Afrique, qui se situe au niveau du golfe d'Aden, une grande route maritime du commerce international, d'un point de vue stratégique encore, une parfaite base arrière pour les interventions qui peuvent être menées au Moyen-Orient. Pour toutes ces raisons, les acteurs internationaux se sont énormément intéressés et ont commencé à se mobiliser dans la Corne. Donc, il y a vraiment un intérêt géostratégique au niveau de la Corne. Après, c'était pour le point de vue des Occidentaux, disons. D'un point de vue après ce qui se passe dans la Corne, on a par exemple beaucoup d'autocratie, disons, pour rester diplomate et poli, avec par exemple Ismaël Omar Guelleh qui est au pouvoir depuis plus de 15 ans, avec Isaias Afwerki en Érythrée, c'est clairement un régime autoritaire, voire une dictature. Ce qui se passe en Éthiopie, je pense qu'on aura le temps d'y revenir un peu plus tard. Et en Somalie, où c'est extrêmement compliqué depuis la guerre civile, où on est en pleine transition démocratique, et on peine, clairement, on peine. D'un point de vue social, c'est pas du tout les mêmes profils, qui est très intéressant, mais je me spécialise pas du tout là-dessus, mais par exemple, on peut pas analyser de la même manière l'Éthiopie et la Somalie, ni même Djibouti, parce qu'après, il y a un problème de redistribution des richesses aussi. Du coup, tout ça, c'est très intéressant.
mais du coup, de point de vue social, c'est assez disparate. Et enfin, tu m'avais demandé de point de vue environnemental. Alors, ce que je peux dire sur la Corne d'un point de vue environnemental, c'est que ça, c'est une zone qui subit de plein fouet le changement climatique, alors même que les pays qui s'y trouvent ne font pas partie des pays des plus gros émetteurs. Donc, du coup, on se trouve dans un entre-deux où la population souffre énormément de tout ça. En ce moment, il y a une sécheresse qui frappe la Somalie, le nord du Kenya, l'Éthiopie. Tout ça vient s'ajouter à, il y a 2 ans, je crois, des inondations en Somalie aussi, avec tous ces changements climatiques aussi jouent sur les invasions de criquets pèlerins qui détruisent les récoltes, qui du coup nuisent, disons, à la résilience des populations. Donc, d'un point de vue environnemental, c'est ce qui se passe dans la Corne. Enfin, c'est pas du tout exhaustif ce que je dis, bien entendu, mais c'est juste pour qu'on ait une idée. Il y a pas mal de programmes qui sont lancés, et bien entendu, parce que en ce moment, tout ce qui est biodiversité, changement climatique, c'est des secteurs, disons, pour lesquels il y a pas mal de financements internationaux. Et donc, du coup, il y a des programmes qui sont lancés pour lutter contre tout ça au sein de la Corne. L'info la plus fraîche que je peux te donner, c'est que depuis 2 ou 3 semaines, la Somalie fait partie de l'initiative qui s'appelle The Great Green Rule Initiative, basically, qui est un programme qui traverse toute l'Afrique subsaharienne, de l'Est à l'Ouest. Et jusque-là, la Somalie n'en faisait pas partie, mais l'Éthiopie et Djibouti, oui. Et donc, du coup, en gros, ce que ça va permettre, c'est d'avoir en fait des financements supplémentaires pour mener des programmes qui sont ciblés sur le changement climatique, comment mieux lutter contre tout ça, renforcement des capacités des populations et des gouvernements pour mettre en place des choses qui s'adressent au changement climatique. Donc voilà, mais d'un point de vue environnemental, enfin, je n'en aurais pas parlé si tu m'avais pas demandé. Du coup, merci pour cette question, parce que c'est vrai que c'est archi important et que les populations sont très touchées par je lis environnemental et changement climatique. J'espère que c'est ok. Mais du coup, voilà. En gros, pour répondre à ta première question. Merci. Alors à présent, sur un plan qui est plus du coup politique et social, quels sont selon toi les principaux facteurs qui expliquent la forte instabilité que connaissent les pays de cette région? Est-ce que selon toi, ça serait principalement lié au conflit entre les différentes populations de ces pays? Est-ce que ce serait justement ce fameux facteur ethnique qui est souvent convoqué dans pas mal d'analyses et qui est, je trouve en tout cas, un peu trop mis en avant parfois pour expliquer les causes des tensions sur le continent africain? Est-ce que tu penses toi aussi que c'est un facteur qui joue un rôle déterminant ou est-ce que, comme tu l'as dit, comme c'est une région qui se caractérise aussi par une certaine, comment dire, multiplicité, euh, une certaine hétérogénéité, que tu penses qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte? Je pense de toute façon, c'est comme tout, il y a toujours plusieurs facteurs, parce que, enfin, il y a une complexité dans la Corne que j'essaye à chaque fois de rappeler que c'est pas juste un endroit où il y a des bases militaires et besoin d'aide humanitaire, tu vois. Mais du coup, clairement, le facteur ethnique, on peut pas faire sans, parce que, enfin, ce serait oui, il faut pas se fourvoyer, quoi. Clairement, ça joue. On le voit bien avec la guerre civile éthiopienne actuellement, où c'est sur fond de conflits ethniques. Alors, c'est peut-être pas au début, en tout cas, quand le conflit a commencé en novembre 2020. Ouais, je crois que c'est ça. C'était pas la première chose qui était mise en avant. Hein, enfin, je le rappelle dans l'article, c'était d'abord parce que le TPLF, donc le parti tigréen, a mené des élections alors même que le gouvernement avait dit qu'il y avait les élections étaient suspendues, etc. Mais clairement, après coup, enfin, c'est le facteur ethnique est remonté à la surface à tel point que il y a encore quelques mois, tu pouvais entendre enfin, oui, enfin, il y a certains analystes qui parlent d'appel au génocide, enfin, des choses comme ça, parce que il y a certains propos qui ont été tenus par certaines personnes, souvent des officiels du gouvernement, qui sont
qui sont de cette teneur-là, tu vois. Donc le facteur ethnique, il est là. Et là, je prends l'exemple de l'Éthiopie, mais il est valable aussi pour la Somalie ou les conflits qu'il y a encore en ce moment, parce que aussi pour les élections, ça se fait sur fond de tensions, d'affiliation clanique. Donc du coup, le facteur ethnique, même si je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement sur le fait que bien souvent, c'est pris trop facilement comme excuse pour tout expliquer. Ici, il n'explique pas tout, mais on peut pas le mettre de côté. D'accord. En fait, Voilà. sa pertinence dans ce cas précis, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que ce sera toujours le cas dans la corne. Après, peut-être qu'on reparlera dans 10 ans et je te dirai peut-être pas, mais enfin, c'était déjà le cas ces 20 dernières années, c'est le cas maintenant, donc je vois pas trop pourquoi ça changerait, parce que c'est pas comme si les populations allaient changer d'un seul. Ça revient sur la question du social, ce que tu demandais, tu vois, et c'est quelque chose qui est vraiment ancré. C'est social, c'est culturel, et donc du coup, par définition, ça va pas partir tout de suite. Donc pour moi, le facteur ethnique, il a un rôle à jouer ici. Il a un rôle à jouer. Il permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et voilà, ça c'est mon avis en tout cas. D'accord. Et du coup, concernant les autres facteurs qui rentrent en compte? Et pour les autres facteurs, écoute, je pense que le premier, enfin c'est un truc que j'ai vu en en écrivant l'article, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de peer pressure. Enfin, que quelque chose qui pourrait marcher, par exemple, ou par exemple au sein de l'Union européenne, bon, sur certaines choses, etc. Mais peut-être qu'un pays réfléchira à 2 fois avant de faire quelque chose parce qu'il sait qu'il peut y avoir des répercussions assez rapidement des pays qui sont des pays voisins, des pays qui font partie de la même communauté, etc. Alors que dans la Corne, ça marche pas trop comme ça. Ou alors si ça marche comme ça, c'est dans l'autre sens. Je m'explique, c'est que potentiellement, ce que fait Farmajo, donc le premier ministre, enfin le président somalien, pardon, le fait de repousser les élections, de rendre tout le processus compliqué et de même menacer la transition démocratique du pays, il le fait parce que en ce moment, depuis ces dernières années, dans la région, il y a eu il y a eu d'autres événements qui ont fait qu'il s'est senti à l'aise clairement pour faire ça, tu vois. Du coup, il s'est pas dit si je fais ça, il y aura des répercussions économiques, enfin de coopération économique avec l'Éthiopie par exemple. Ça fait partie des choses auxquelles les dirigeants peuvent penser avant de prendre telle ou telle décision. Et j'ai pas l'impression que dans la Corne, on soit dans ce schéma-là, voire même le contraire, parce que clairement, ils s'encouragent entre eux. Et là, je pense très particulièrement à Farmajo en Somalie, Abiy Ahmed en Éthiopie et Isaias Afwerki en Érythrée, où il y a un espèce de flux comme ça, pas du tout positif, qui a été mis en place et qui du coup fait que les événements qu'on voit, qui expliquent en partie les événements qu'on voit depuis 2-3 ans sur précisément les transitions démocratiques qui sont mises à mal comme ça. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre comme facteur, c'est cette absence de peer pressure. Je sais pas trop comment le dire autrement. Je suis tout à fait ouverte à discussion pour trouver un concept comme ça qui serait mieux défini. Mais du coup voilà, c'est cette idée-là que je voulais présenter. Pour moi, c'est un facteur en particulier. Après, je pense que s'il y a beaucoup de la non-considération pour les populations, c'est-à-dire que les dirigeants sont aussi beaucoup dans la recherche de comment je pourrais te dire ça. C'est le gain personnel en fait, plus que l'intérêt national. Exactement. Et du coup, je pense que ça aussi, ça peut expliquer quelque chose. C'est-à-dire que pourquoi quand ton mandat il est terminé, tu ne pars pas. Tu ne pars pas parce que tu es au pouvoir, parce que tu as des intérêts.
et qu'au lieu de te dire oui, c'est un engagement vis-à-vis de ma nation, j'ai essayé de faire avancer pendant le temps de mon mandat et maintenant je pars et je laisse la place à quelqu'un d'autre, tu t'accroches, tu ralentis tout ça et en même temps tu mets en danger ta population. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi. Enfin, je pense que ça aussi ça serait un autre facteur qui pourrait expliquer ce qui se passe. Mais après, le truc c'est que la dernière fois j'étais à une conférence et il y avait un des intervenants qui disait que en fait la Corne de l'Afrique a toujours été instable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de base. Enfin, la norme, si on avait eu une norme, n'est pas la stabilité. On part sur quelque chose qui est déjà instable. Donc on est plus ou moins instable, tu vois. Donc même si, enfin, je veux dire, l'espoir c'est pas d'arriver à la stabilité. L'espoir c'est d'avoir une instabilité qu'on connaît, qu'on arrive à anticiper un minimum. Et enfin, parce que du coup, moi je trouvais ça très intéressant parce que j'avoue que moi j'avais tendance à dire oui, la Corne de l'Afrique ces dernières années est instable. En fait, ces dernières années, je finissais pas ma phrase en fait. La Corne de l'Afrique ces dernières années est plus instable que d'habitude, que ce à quoi on est habitué. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Du coup, là, l'idée, ça serait plutôt de trouver une forme de stabilité, mais qui soit, comment dire, je vais recommencer ma phrase du coup. Mais l'idée, en fait, ça serait de, comme tu disais tout à l'heure, de pas totalement supprimer l'instabilité, parce que c'est quelque chose qui est quasiment intrinsèque à cette région, en tout cas depuis un certain nombre d'années. C'est ça. De trouver une manière de composer avec cette instabilité pour la rendre plus Exactement, c'est ça, t'as bien dit en fait. plus C'est arrêter d'essayer de changer les choses, pas arrêter, mais c'est-à-dire que se rendre compte que notre priorité c'est de travailler sur notre capacité à travailler avec, tu vois. Oui, je vois, ouais. Et mais c'est un peu dur à dire hein, parce que enfin Parce qu'il y a dans un une monde idéal, on travaille pour la stabilité, tu vois, mais sauf que plus t'es dedans, plus tu te rends bien compte que en fait si tu te concentres sur la stabilité, tu vas dépenser toute ton énergie et pas achieve, j'ai les mots en anglais qui viennent de pas atteindre ce que tu veux. Alors que si tu pars du principe qu'effectivement c'est instable et dans cette instabilité, quels sont les acteurs avec lesquels on peut travailler, quel est l'intérêt de la population, ce dont les populations ont besoin, etc. Là, tu vois, l'approche est un petit peu différente et du coup, j'ai l'impression, mais après, encore une fois, c'est personnel, que tu peux un peu plus avancer comme ça. Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la MECAS. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et justement, pour rebondir sur toute cette idée d'instabilité et sur ce que tu disais aussi sur le fait quelque part il n'y avait pas de puissance dans cette région qui pourrait contrebalancer en fait les agissements des différents chefs d'État et qui pourrait donc du coup amener un certain équilibre. Dans ton article, tu évoques le rôle des institutions régionales comme l'IGAD, qui est l'autorité intergouvernementale pour le développement. Et tu soulignes le fait qu'elle se révèle malheureusement souvent inefficace en dépit de certaines tentatives. D'après toi, qu'est-ce qui explique ce manque d'efficacité? Et est-ce qu'il s'agit d'obstacles qui sont assez similaires à ceux qu'on rencontre dans d'autres organisations régionales comme la CEDEAO, qui est souvent critiquée par son inaction ou alors par rapport à certaines décisions qu'elle a prises? Là, on l'a vu très récemment avec la crise au Mali où justement une de ces décisions a été fortement décriée. Ou est-ce que c'est aussi le genre d'obstacle qu'on rencontre au niveau de l'Union africaine, à qui on reproche notamment d'être un syndicat de chefs d'État et du coup qui fait que par conséquent toutes les actions qui sont prises au niveau de l'Union africaine se révèlent inefficaces vu qu'elles servent souvent les intérêts
ceux qui parfois oppressent leur population. Est-ce que c'est justement quelque chose qu'on retrouve au niveau de l'IGAD? C'est trop intéressant tout ça. Au niveau de l'IGAD, alors déjà je vais commencer en disant que par exemple l'IGAD, on considère que l'IGAD fait un travail correct au Sud-Soudan, mais par exemple en Somalie, on n'a pas vu l'IGAD. On peut considérer que l'IGAD fait du bon travail au niveau d'augmenter la coopération régionale d'un point de vue environnemental pour tout ce qui est sécurité alimentaire, parce qu'elle a investi, elle a essayé de coordonner, il y a eu des programmes qui ont été lancés pour, comme j'en parlais au tout début, lutter contre les invasions de criquets pèlerins. Du coup, sur ça, il y a quand même, voilà, je voulais commencer par ça, en disant qu'il y a des, ça, je préfère préciser quand même sur quoi je parle, de quoi je parle, pardon. Après, pour ce qui est vraiment des événements récents, dont je parle dans l'article, clairement, l'IGAD n'était pas, n'était pas à la hauteur. Et en fait, je dis rien de nouveau sur ça parce que il y a déjà beaucoup que ce soit des journalistes, des experts, des diplomates qui peuvent te dire ça, que l'IGAD n'a pas, j'allais dire, n'a pas les moyens de ses ambitions. Il y a une question de moyens. Le fait est, c'est que même les ambitions, parfois, franchement, on n'est pas là d'un point de vue politique. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu vois, d'avoir un acteur qui est capable de mettre une sorte de pression en disant, vous avez fait ça, vous avez pris telle décision, tel acte, ce n'est pas OK, ça ne correspond pas aux valeurs qu'on essaye de défendre. Et bim, sanction. L'IGAD n'est pas capable de faire ça. En tout cas, maintenant, c'est pas le cas. L'IGAD est financé par des bailleurs internationaux. Il y a des programmes qui sont en place, mais encore une fois, même ces programmes-là, ça rame. Enfin, c'est lent. Il y a un manque je fais le geste avec mes mains, mais de dynamique. Il n'y a pas de réactivité, pardon. Un manque de dynamique, je disais. Mais ouais, c'est ça, exactement. Réactivité, dynamisme. Et puis, dans tout ça, on peut aussi parler et je pense que c'est une bonne partie de l'explication aussi, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. C'est-à-dire que on peut créer une institution régionale, mais si derrière, elle est pas, c'est-à-dire c'est pas qu'elle est pas légitime, c'est juste que on ne veut pas lui accorder tant de pouvoir. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Je sais pas, mais enfin tu vois, dans cette idée de oui, les chefs d'État et de gouvernement de la Corne de l'Afrique sont membres de l'IGAD, participent à toutes les sessions, les forums, les sommets, etc. Sur certains programmes sont efficaces, mais en tout cas n'acceptent pas d'être, disons, de donner à l'IGAD, oui, c'est ça, ce droit de regard en fait sur des affaires purement politiques de la sorte en fait. Et je pense que vraiment la volonté politique, c'est quelque chose qui peut être expliqué. Et le fait que ce soit utilisé, j'aime bien l'expression syndicat de chefs d'État, parce que bah oui, c'est un peu ça, tu vois, dans cette idée que on profite de l'IGAD, on va peut-être faire de bons programmes, montrer qu'on est actif sur cette question, mais ne nous dites rien sur autre chose, tu vois. Des trucs comme ça qui je trouve c'est intéressant, je trouve. Enfin, c'est toujours intéressant de voir ça, mais du coup, c'est-à-dire que sur le long terme et surtout pour les populations, parce que c'est ça en fait, c'est les populations qui sont affectées par tout ça. C'est problématique parce que du coup, il y a une espèce d'impunité, je trouve, et l'IGAD pourrait porter un rôle comme ça de dire non, ça suffit, ça ne passe pas. Et en fait, on n'a pas ça dans la Corne de l'Afrique. Ça vient pas de l'institution régionale, ça vient pas des autres chefs d'État. Donc bon, ça vient un peu de la communauté internationale, mais comment c'est fait? Quels sont les intérêts des acteurs internationaux à faire ça? Bon, tu vois, il y a encore plein de questions qui viennent derrière ça. Donc oui, l'IGAD et clairement, il y a un problème d'ambition, il y a un problème de volonté politique et il y a un problème de moyens aussi. Ouais, je dirais ça comme ça. D'accord. Voilà. Après, c'est toujours comme ça quand tu parles d'une institution parce que du coup, je critique
Je reconnais qu'il y a des choses qui sont faites qui sont bien, et il y a des gens il y a une bonne volonté, hein. Enfin, bien entendu, des gens qui travaillent à l'IGAD, je doute pas que ce soit des gens qui soient bien intentionnés et tout. C'est juste que quand on regarde, on dézoome et qu'on regarde les faits, en fait, bon, force est de constater que on n'est pas là. Et en tout cas, et c'est dommage parce que il y a certaines choses qui se passent en Éthiopie et en Somalie actuellement qui auraient pu être, si ce n'est évitées, en tout cas beaucoup moins dramatiques que ce qui se passe actuellement. Je vois. Alors, effectivement, il y a énormément de choses à dire sur le rôle des institutions régionales en Afrique, comme l'IGAD, comme on l'a dit, ou pour la CEDEAO. Mais à présent, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'actualité de cette région qui évolue très rapidement? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux événements majeurs récemment? Oui, je pense que je peux revenir sur 3 points. En gros, en janvier, il y a donc Abiy Ahmed a libéré des prisonniers politiques, dit qu'il n'attaquerait pas le Tigré qui entre-temps s'est retiré au nord, donc dans la région, enfin les forces tigréennes qui sont retirées dans la région du Tigré. Sauf que donc on a tous pensé qu'il y avait une ouverture pour à défaut de réconciliation, en tout cas de la discussion. Et en fait, entre-temps, l'Érythrée aurait continué à attaquer les forces tigréennes par le nord. Et du coup, en gros, parce que elle continue à être attaquée, les forces tigréennes ont mené une offensive dans la région Afar, donc qui est proche de Djibouti à l'est. Et donc du coup, il y a des combats qui continuent, des populations qui continuent à être donc déplacées, des déplacés internes. Des chiffres que j'avais déjà rappelés dans l'article, mais bon, ça continue. Donc la situation humanitaire s'aggrave, les combats continuent. Donc bon, la sortie du conflit ne semble pas être pour tout de suite en tout cas. Quoi d'autre? Oui, je voulais aussi revenir sur le fait que comme vous savez, il y a eu le 6e sommet UE-AUE. Et donc du coup, ce qui s'est passé là, c'est que par exemple, Abiy Ahmed a été reçu, donc était présent, a été reçu. On a vu des photos d'accolades. Il y a eu des réunions bilatérales avec d'autres chefs d'État et de gouvernement européens ou africains. Et en fait, là, on se dit mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui me vient, c'est vraiment cette idée de double standard européen où d'un côté on condamne avec des communiqués groupés, et d'un autre côté des accolades. C'est très très je pense qu'il y a un problème. Et donc voilà, je voulais vous dire que voilà, il s'est passé ça. Donc Abiy Ahmed a été reçu à Bruxelles sans problème. Il a même le 16 février, je crois, été reçu par Charles Michel, le président du Conseil européen. Enfin bon, bref. Voilà, voilà ce qui se passe. Quelqu'un qui mène une guerre actuellement avec un nombre de victimes, qui est énorme. Bon voilà. Et quelle dernière chose sur laquelle qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, que tout ça aussi se fait alors qu'il y a une atteinte claire aux droits humains, hein, avec des arrestations arbitraires, des journalistes qui sont arrêtés, enfermés, avec des coupures de communication, d'internet. Bon voilà, pour toutes ces choses-là, c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être amené ici. Donc pour les dernières infos que je peux vous communiquer sur la Corne. Et ça bouge très vite, donc n'hésitez pas à checker Twitter et les autres canaux d'information. C'est bien noté, Anne-France. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclaircissements. C'était une discussion passionnante. On aurait pu en parler encore plus longtemps, je pense, mais malheureusement, on va devoir s'arrêter. Alors justement, est-ce que tu as un mot pour la fin, pour clôturer cet épisode? Rien de spécial, si ce n'est te dire merci pour l'invitation pour aller un peu plus loin sur ce sujet, et pour les relectures aussi, parce qu'on ne fait rien seul quand il s'agit d'écrire, etc. Donc voilà, merci pour tout ça, et puis au plaisir de retravailler avec la MICAS. Merci beaucoup, Anne-France. À bientôt. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.